Bienvenue dans le PEX Podcast, le podcast du partage d'expériences en prévention des risques. Je suis Alexandre Zèbre, ingénieur sécurité et créateur du site web safetyvigilante.com. Sur ce site web, vous retrouvez tous les épisodes du podcast bien sûr, mais aussi des vidéos et des articles pour booster votre culture sécurité. Vous pouvez aussi me suivre sur LinkedIn, Instagram et Twitter. Ce podcast existe pour tous les acteurs de la prévention qui veulent progresser en sécurité au travail et apprendre de l'expérience passionnante de mes invités. J'accueille aujourd'hui Samuel Laverdière. Samuel est conseiller en prévention pour Via Prévention à Montréal au Québec. Il est également animateur du podcast Balado Prévention, spécialisé dans la santé et sécurité au travail et la sécurité routière. Inviter Samuel est une chance pour moi de comprendre comment a été lancé Balado Prévention et bien sûr de prendre des conseils pour améliorer le podcast. Sur ce, je vous laisse écouter mon échange avec Samuel Laverdière. Bonjour Samuel, bienvenue dans le podcast. Donc Samuel, tu es notamment le présentateur et le créateur du podcast Balado Prévention. Est-ce que tu peux te présenter rapidement et nous dire un peu ce que tu fais? Oui, tout à fait. Bien, merci beaucoup en premier lieu pour l'invitation de participer à ton podcast. C'est ça, moi je m'appelle Samuel, je suis conseiller en prévention pour une petite association qui s'appelle Via Prévention. C'est une association au Québec qui fait partie de ce qu'on appelle les associations sectorielles paritaires. En fait, c'est comme des bureaux conseils qui ont été créés par des associations d'employeurs et des syndicats pour aider différents secteurs d'activité au niveau de la prévention des accidents de travail. Donc, on a un mandat uniquement au niveau de la prévention. Puis nous, notre spécialité, les secteurs qu'on couvre, c'est le transport et l'entreposage. Donc, transport de marchandises, transport de personnes. Ça inclut également les services à l'environnement et tout ce qui est entreposage de marchandises. Donc, grosso modo, c'est un peu les secteurs qu'on couvre. Et dans ces deux secteurs, alors, c'est quoi les risques majeurs que tu vas avoir à prévenir? Si je pense transport en premier, on pourrait faire deux catégories. Il y aurait les risques sur la route, qui incluent la route, là, qui est tout en lien avec le déplacement des camions, des autobus, et les autres risques seraient ceux qui sont hors route. On a cette réalité-là, nous, qu'on doit voir à aider les entreprises au niveau de l'application de tout ce qui est code de la sécurité routière, tout ce qui est entretien de véhicules, que beaucoup d'associations ou tout simplement beaucoup d'entreprises n'ont pas à gérer. Au Québec, je ne sais pas si c'est comme ça pour vous en France, là, mais on dirait que les entreprises de transport ne font que du transport. Ils ne voient pas nécessairement l'aspect accident de travail potentiel là, dans l'opération. Ils sont fixés sur le camion, est-ce qu'il va du point A au point B et que la tôle n'est pas froissée. Alors pour répondre, même si je ne connais pas très bien le secteur, je pense que je dirais que ça dépend aussi de la taille et de la maturité des entreprises, parce que tu vas avoir toi dans ton secteur, tu peux avoir des artisans ou des personnes qui sont vraiment toutes seules avec leur camion ou à quelques-uns. Là, effectivement, on va dire que la prévention, elle a encore du chemin. Mais si tu vas avoir une plus grosse organisation, finalement, il y a quand même des choses qui sont déjà faites et ça progresse plus vite. Je ne sais pas si c'est la même chose ou tu constates la même chose de ton côté. C'est exactement ça. Au Québec, les entreprises de transport par camion, la très, très grande majorité ont moins de 10 employés. Donc, ce sont vraiment des petites structures où il n'y a personne qui est en charge de la santé et sécurité. Hein. Le propriétaire, le président, bien souvent, c'est lui qui fait la comptabilité, peut-être sa conjointe. Il fait la mécanique des camions, puis lorsqu'il y a un travailleur qui s'absente, bien, c'est lui qui le remplace. Donc, au niveau de la prise en charge à ce moment-là de la santé et sécurité, de créer des procédures ou des fiches de travail, on est loin du compte. Les entreprises qui ont plus de 100 employés, ça représente moins de 1% là, des entreprises de transport. Donc, ceux-là qui sont les exemples à suivre, qui ont les moyens financiers et qui ont les ressources humaines pour
se doter de structures santé-sécurité ou de ressources humaines en général, ils sont vraiment pas nombreuses. Puis même si je vais encore plus précisément pour te donner l'exemple de l'association pour laquelle je travaille, pour Via Prévention, on a 15 000 membres qui nous financent de par leur cotisation là, au système de santé et sécurité du Québec. Sur 15 000, on en a 5 000 que ce sont des transporteurs par camion bennes, donc qui vont alimenter des chantiers de construction en matériaux en vrac. Et ces 5 000-là, la grande majorité sont des travailleurs qui ont un employé ou deux. Ce sont là, des micro-entreprises. Ok. Et du coup, tu parlais aussi de l'entreposage, donc c'est la suite directe finalement du transport. Oui, tout à fait. Donc, on a des entrepôts, des centres de distribution, des entrepôts alimentaires, frigorifiques. Donc, là-dedans, nous, l'expertise qu'on a développée, c'est tout ce qui est chariot élévateur, transpalette électrique, les gerbeurs, et allons avec ça, la manutention manuelle et tout ce qui est aussi au niveau de l'inspection des structures, donc des paletiers. Nous, au Québec, on appelle ça des paletiers, là, c'est le terme qu'on a développé. Je pense que partout dans le monde ailleurs, on parle de rayonnage. Je ne sais pas si c'est comme ça. Alors ouais, je crois que c'est ça, effectivement. Je crois que c'est du rayonnage, ouais, t'as raison. Nous, on veut être unique au Québec. Là. On a déterminé le mot qu'on voulait utiliser. Là. Vous êtes les défenseurs du vrai français, donc du coup, ça nécessite quelques combats à mener. Alors, du coup, dans cette association ou ce bureau d'études, quelle est ta mission, toi, en tant que conseiller? Moi, comme conseiller en prévention, en fait, mon but, c'est de soutenir les entreprises dans leur prise en charge de la santé et sécurité. Donc, disons qu'il y a 3 volets à mon travail. Celui pour lequel les gens nous connaissent le plus, c'est les formations qu'on diffuse. Donc, on offre des formations à très faible coût, étant donné qu'on est une entreprise, on est une association à but non lucratif. On donne des formations directement à des travailleurs, bien souvent, sur des aspects très, 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 très techniques. Les inspections de camions avant de prendre la route, les heures de conduite. Je parlais de chariot élévateur, transport des marchandises dangereuses, tout ce qui est matière dangereuse utilisée au travail. C'est principalement... La formation occupe une grosse part là, de nos heures de travail là, dans une semaine. Sinon, on a un volet information. Donc, étant donné que le secteur du transport et de la santé et sécurité en général, là, il y a beaucoup de lois, beaucoup de règlements. On a un mandat, en fait, d'informer nos membres sur la réglementation en vigueur, mais aussi de les informer sur les risques et les moyens de prévention qu'ils peuvent prendre, qu'ils peuvent appliquer pour des dangers qui sont présents dans leurs entreprises. Donc, le mandat information, incluons là-dedans tout ce qui est rédaction de chroniques ou d'articles pour des magazines ou le podcast même rentre là-dedans. On va y venir. Et le dernier aspect, gros mandat que j'ai, c'est au niveau, on appelle ça le conseil et assistance technique. Donc, c'est d'aider les entreprises dans des aspects très spécifiques pour lesquels nous contactent, que ce soit des questions par courriel sur de la réglementation ou de se déplacer en entreprise pour mettre des recommandations pour un poste de travail ou pour l'aménagement de couloirs de circulation pour les piétons. Donc, en gros, on répond à peu près à n'importe quel besoin là, en lien avec la santé, sécurité et nos membres. D'accord. Donc, il y a des parties donc formation, une partie très, très opérationnelle. Et comment finalement les adhérents, je crois que tu les appelles les adhérents, ils vont te solliciter? C'est parce que, j'espère que c'est pas que comme ça, mais suite à un accident ou justement ils sont sensibles au travail que vous faites et ils savent qu'ils ont besoin d'aide et c'est là où ils vont te solliciter? Ça, il n'y a pas une réponse claire là-dessus.
Notre réalité chez nous, c'est qu'on existe depuis 1982, mais très peu de nos membres savent qu'on existe. Donc, il y a des entreprises qui nous appellent de manière périodique pour des renouvellements de certification. Je pense à Transport des marchandises dangereuses. Au Canada, il y a une obligation de renouvellement aux 3 ans. Donc, il y a des entreprises qui nous connaissent, qui nous appellent lorsqu'ils ont un besoin très spécifique, généralement de formation. Pourquoi avoir lancé un podcast et finalement, cette idée du Netflix de la prévention, c'était quoi le but derrière et qu'est-ce que tu voulais toucher à travers un podcast? Ben, moi, les podcasts que j'écoutais au départ, c'était des podcasts d'humour. Au Québec, principalement, les gens qui ont la cote au niveau du podcast, ce sont des humoristes. Et pour eux, le fonctionnement de leur podcast, c'est souvent des discussions. Hein. C'est informel, on a l'impression d'être assis avec eux. Et c'était un peu l'idée que j'avais derrière le podcast. Personnellement, j'ai beaucoup de difficultés à assister à un webinaire, à une formation à distance où quelqu'un parle de manière très robotique. Ou tout simplement dans son vocabulaire de préventeur, c'est-à-dire chaque mot calculé, chaque élément a été révisé 4 fois pour être sûr que ce soit la bonne information. Donc, quand on a eu l'aval chez Via Prévention de faire un podcast, à la base, étant donné qu'on pensait rejoindre des camionneurs, des conducteurs d'autobus scolaires, on s'est dit, parlons un vrai langage, ayons une discussion informelle avec des gens qui travaillent dans l'industrie, que ce soit des gestionnaires de flotte, que ce soit des inspecteurs au niveau de la santé et sécurité, que ce soit d'autres consultants ou d'autres experts scientifiques de d'autres sujets. Ayons une discussion simple, conviviale, que n'importe qui peut écouter, où il va peut-être, on l'espère, apprendre des choses et qui va tout simplement passer un bon temps. Donc, ça va faire différent d'écouter la radio avec la circulation, la météo et l'actualité, où il va juste pouvoir peut-être découvrir un aspect ou ne serait-ce que se rendre compte que les gens qui font ce genre de métier-là, c'est du monde normal, qui ont, on l'espère, la sécurité à cœur et de voir les gens retourner sains et saufs chez eux le soir là, après leur corps de travail. Tu as mis en place un podcast et tu pensais t'adresser à des gens de tous les jours et de cette manière-là montrer que c'est un sujet de tous les jours aussi. Et quel retour tu as eu de la part de tes auditeurs là-dessus? Étrangement, on pensait au départ qu'on passait un peu dans le beurre, que les gens ne nous écoutaient pas beaucoup parce que nos chiffres n'étaient pas très élevés. Encore, j'ai regardé hier sur la plateforme SoundCloud là, qu'on utilise pour diffuser pour notre fil RSS. On a à peu près par mois, je dirais environ 100 écoutes du podcast. Sur les plateformes, là, donc téléphone et autres. Et on a encore des chiffres vraiment plus faibles que ça sur YouTube. Parce qu'on essaye on sert de la plateforme YouTube pour après ça le mettre sur Facebook. Nos chiffres sont pas nombreux. On a à peu près, je pense en 2019, les épisodes ont totalisé peut-être 1200 écoutes. Par contre, comme je disais tantôt, notre réalité chez nous, c'est qu'on a de la misère à rejoindre notre monde. Ce qui fait que quand on voit qu'il y a 1200 personnes qui ont volontairement adhéré à un épisode, qui ont volontairement téléchargé notre contenu et on peut voir qu'ils l'ont écouté en entier, pour nous, c'est une donnée qui a beaucoup de valeur. Donc, on voit que les gens, dans une certaine mesure, ont développé l'habitude d'écouter nos podcasts et on a depuis peu une infolettre là, avec notre site web et les gens, on met les derniers épisodes de podcast dans l'infolette et les gens
les ouvre. Ils veulent les écouter, ils veulent en apprendre. Donc, Mhm. ça fait déjà un peu plus de 3 ans là, qu'on met des épisodes en ligne et on voit que là, l'habitude commence à s'installer. Donc, ça prend du temps, c'est quelque chose qui se développe sur le long terme, mais étrangement, là, cette année, j'ai assisté à des congrès ou à des colloques et les gens me reconnaissaient sous le nom du gars du podcast. D'accord. Ils ont reconnu ta voix ou ils ont quand même reconnu ton visage? Là, je vais t'avouer que je pourrais pas dire. Mais du coup, merci d'expliquer comme ça parce que je pense que pour les gens qui pourraient être intéressés de lancer un podcast et du coup, moi le premier, il faut se rendre compte que du coup, c'est effectivement une audience qui est qui est peut-être plus intime qu'une vidéo YouTube ou quelque chose de ce type. Néanmoins, le contact et la fidélité, je pense, derrière est tout autre. Donc, c'est différent, mais le lien est vraiment, moi, je pense, plus fort avec les gens à qui tu veux parler. Ah, tout à fait, tout à fait. Puis, il faut être conscient aussi que ton podcast, comme le mien, on est excessivement niché. Là. On aborde un sujet super précis que beaucoup de gens, dans le cadre de leur emploi, ne sont même pas au courant qu'il y a quelqu'un, peut-être, qui travaille à temps plein au niveau de la prévention des accidents. Donc là, de savoir qu'il y a un contenu, disons, radiophonique qui aborde ces aspects-là, ben, on n'est qu'une petite parcelle de tout le contenu multimédia auquel ces gens-là ont accès. Là. Donc, il faut être conscient, il ne faut pas s'attendre à avoir l'équivalent des visionnements d'un YouTuber ou de quelqu'un qui fait des vlogs ou même quelqu'un qui fait des stories Instagram. Là. On est dans des chiffres beaucoup plus petits, mais notre mandat en même temps n'est pas de seulement être populaire. On a quand même, je crois, en tout cas pour ma part, là, j'espère que quand les gens écoutent les épisodes qu'on met en ligne, que oui, ils passent un bon temps, hein, qu'ils soient peut-être capables de faire un lien entre prévention et plaisir ou que ce soit pas qu'il n'y ait pas une association négative. Et que si en plus les gens apprennent des choses qui après ça vont peut-être appliquer dans leur milieu de travail, ben là, c'est génial. Là. Quels outils ou quels autres outils vous utilisez pour communiquer à vos adhérents? L'infolettre, oui, c'est un outil. On diffuse avec ça. On écrit, moi et quelques collègues, on écrit dans des magazines spécialisés. Donc, moi, j'écris, par exemple, dans une revue québécoise qui s'appelle Transport routier, où, en fait, j'ai une page libre où je peux écrire sur n'importe quoi qui touche à la prévention et à la sécurité au travail. Donc, c'est une autre des plateformes, mais que j'utilise un peu comme c'est un peu l'acolyte du podcast. Donc, c'est des chroniques écrites, mais que j'écris exactement comme je le fais en podcast, c'est-à-dire sans trop de structure. C'est un premier jet et voilà. C'est ce qui, bien souvent, c'est ce qui est imprimé. Là. Et d'accord, donc il n'y a pas trop de filtres. Et comment ça s'organise alors? Parce que toi, tu as ta mission de conseiller prévention et le podcast et tu publies. Est-ce que tu peux nous dire finalement une journée type de Samuel, une journée où il va enregistrer un épisode? Un épisode de podcast, souvent, quand ça se planifie, c'est des semaines à l'avance. Donc, de dresser une liste potentielle d'invités. Après ça, tous les échanges courriels pour planifier ça. La journée même, une fois que c'est prêt, je dirais que j'en ai pour à peu près une bonne demi-heure à premièrement m'assurer que tous mes équipements sont ajustés, que tout est prêt. Là, évidemment, en plus, dans ces temps-ci, là, il faut le faire à distance. Donc, il y a le biais utilisation de Skype ou de Zoom qui vient des fois rajouter un élément de difficulté à l'enregistrement du podcast. C'est ça, c'est à peu près une demi-heure à préparer le matériel. J'essaie de plus en plus de ne pas avoir
de questions ou de sujets scriptés et de vraiment y aller comme le vent nous mène. C'est-à-dire, je sais à peu près le premier point que je veux parler avec la personne, puis après ça, pour l'heure qui suit du podcast, on parle des fois de sujets plus personnels à la personne, donc un peu comme on a fait au départ ensemble, là, parler du cheminement de la personne, c'est quoi ses champs d'intérêt, et après ça, c'est quoi les réalités qu'il rencontre dans le cadre de son travail ou des projets qu'il a fait. Et ouais, ça ressemble à peu près à ça. Oui, alors être pas trop scripté, c'est finalement le Graal. Mais c'est vrai que moi, petit à petit, j'essaie de m'en libérer et c'est pas forcément évident. Mais c'est vrai que quand tu te laisses entraîner par la discussion, c'est aussi ce qui est intéressant, je pense aussi pour les auditeurs. Donc voilà, petit à petit, j'essaie de progresser là-dessus, mais c'est vrai que ça implique que du coup, tu maîtrises complètement tous les points que tu vas aborder et pour autant que tu interviews, quoi. Ah non, le fait d'y aller sans script, évidemment, ça amène un élément de stress supplémentaire. Oui, c'est comme l'apogée. Pour ma part, peut-être que heureusement, mon stress ne paraît pas trop quand je suis devant la personne, mais c'est comme se lancer sans filet, là. J'essaie de dire « Ah oui, on y va comme ça va », mais des fois, là, si on veut pas vivre le malaise du moment de silence, malgré qu'on a tout à fait le droit d'avoir un moment de silence là, dans la vraie vie. Il n'y a personne qui parle sans arrêt et qui prend jamais de pause. Tout à fait, ouais. À part peut-être ma fille de 4 ans qui là n'a aucun bouton pause. Mais ça viendra après. Ouais, c'est ça, mais le fait... J'essaie de m'en départir le plus possible, mais question de garder un naturel quand même, de savoir où on s'enligne, d'avoir l'air professionnel aussi. Il faut s'être préparé, il faut avoir lu sur les personnes qu'on rencontre. Moi, j'ai googlé Alexandre Zeb pour savoir qui c'est, là, mais il n'y a pas beaucoup d'informations disponibles. Surtout, on s'est jamais rencontrés en plus. Là, on discute ensemble, mais on est sur 2 continents totalement différents. On travaille dans des secteurs d'activité qui sont tout autant différents. Ouais, mais alors avec le net, tu peux avoir des infos, mais le problème, c'est qu'il y a des infos qui seront jamais sur le net de comment je suis, qu'est-ce qui m'intéresse, des choses comme ça. Et effectivement, moi aussi, je fais une préparation d'interview, j'essaie de voir un peu le parcours des gens, préparer un minimum, mais la discussion, je pense qu'elle reste l'apogée, comme tu disais, d'une rencontre, et tu peux pas apprendre des choses autrement que ça, du parcours ou des envies de quelqu'un. Donc et tu parlais des silences qui sont pas qui sont pas coupés. Pour moi aussi, il faut pas les couper, parce que si c'est une discussion, dans quelle discussion tu es en débit continu et tu réfléchis pas à ce que tu veux dire, et c'est aussi ça ce que je véhicule dans le podcast, c'est que c'est du partage, mais ça veut dire que c'est des êtres humains qui discutent, et c'est du coup il y a un côté très très naturel, que j'essaye de conserver, donc ça me paraît indispensable. Non, c'est clair, tu sais. Quelqu'un qui prend quelques secondes pour penser à son idée, pour mettre les éléments en place, pour qu'après ça, ce soit clair et que lui-même, qu'il sache où il s'en va, c'est tout à fait normal. Là. On n'est pas des robots, on n'est pas dans un spectacle. Là. Si on était dans un élément scripté, là, oui, chaque seconde serait remplie. C'est un peu aussi ça la beauté du podcast, d'être normal. Moi, j'écoute la radio. Ils ont 2 minutes pour parler de l'actualité. Après ça, un petit jingle, on passe à la météo. Une autre petite chanson, une petite blague, et on s'en va après ça au sport. C'est tellement coupé, c'est tellement carré, il n'y a aucun temps où comme si la seconde de silence mettait les gens dans le néant, comme s'ils ne savaient plus si la radio s'était débranchée.
le podcast, c'est de la radio amateur. Donc, on apprend. Tu sais, je suis pas journaliste, j'ai pas fait d'études en communication. Je fais ça parce que j'ai une passion pour la santé et sécurité au travail. Et j'ai trouvé un outil. Je pense que j'ai amené dans le cadre de mon organisation un outil qui va au-delà de moi, bien sûr, mais qui peut faire en sorte de rencontrer notre mission tout en faisant quelque chose qui est agréable à faire. Ben justement, c'est une transition toute trouvée pour en découvrir plus sur Samuel. Comment toi tu en es arrivé là finalement? Est-ce que tu t'es lancé dans le secteur du transport parce que tu avais un intérêt plus pour le transport ou plus pour la prévention? Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce métier? Je te dirais que je n'ai aucun lien personnel avec le transport. C'est un addon que je me suis vraiment retrouvé chez Via Prévention, puis que le travail touchait au transport. Moi, je viens d'une partie du Québec où c'est plus des petites, moyennes entreprises dans le manufacturier. Je te dirais que mon intérêt était vraiment vers la prévention. Parce que déjà, dans mes emplois que j'avais à 16, 17, même je reculais juste avant ça, à 14 ans, quand je travaillais sur des fermes agricoles, j'ai eu plusieurs accidents de travail. Ma mère dirait qu'elle m'en a arrêté de compter le nombre de membres ou de blessures que je me suis faites autant dans les sports que dans le cadre de mon travail, des emplois que j'ai occupés. Mais j'ai vraiment... Il y a un travail que j'ai fait où j'ai passé proche de perdre un bout de doigt dans une machine parce que j'étais l'étudiant qui remplaçait l'été. J'avais pas été formé, j'avais pas les connaissances pour faire la tâche. Et ça m'a amené un déclic, en fait, à l'université, m'inscrire dans le programme de relations industrielles. Donc, qui est le programme, en fait, qui forme les gestionnaires de ressources humaines, qui forme les gens qui vont travailler en relations de travail, donc pour les syndicats, ou qui vont travailler dans tout ce qui est politique publique de l'emploi. Et il y avait là-dedans une toute petite branche qui s'appelait santé sécurité au travail, où à peu près personne, en fait, dans la formation voulait aller, peut-être à part moi, disons. Et très rapidement, je me suis enligné là-dedans pour vraiment essayer de perfectionner mes connaissances. À ma sortie de l'université, j'ai travaillé pour ce qu'on appelle chez nous une mutuelle de prévention, c'est-à-dire une espèce d'entreprise qui a pour mandat d'aider les petites entreprises à faire des économies dans tout ce qui est tarification aux programmes gouvernementaux de santé et sécurité. Et là-dedans, ce qui m'a fait décrocher, c'est l'aspect un peu... j'ai le mot en anglais qui n'est pas le bon, là, qui était très peddler, là, qui veut dire d'aller dans une entreprise, d'essayer de faire de la vente, d'essayer d'aller chercher des contrats qui, même si c'était pas ce que le client avait de besoin, même si c'était trop cher ou pas adapté à leurs besoins, je devais le faire. Et à un moment donné, en 2014, Via Prévention a ouvert un poste de conseiller et je me suis lancé dessus. Parce que je savais que le milieu des associations sectorielles paritaires, c'était, si on peut dire, l'ultime emploi à avoir parce que le seul mandat, le seul objectif, c'est de prévenir les accidents. Donc, il n'y avait pas de vente à faire, pas d'éléments contractuels à gérer. C'était, tu parles à des humains et tu veux que ces humains-là restent en santé et en sécurité. C'est un peu de même que j'ai atterri dans le milieu du transport, là, grosso modo. D'accord. De ce que j'en comprends, c'est quand même beaucoup la prévention des accidents qui t'animait et son côté humain, quoi. Finalement, c'est pas parce que
tu vois, le côté vente, moi, je veux pas cracher dessus non plus, parce que ça peut convenir aussi à certaines personnes de faire de la prévention à travers, ce côté commercial. C'est différent. Mais toi, en tout cas, c'est Tout pas à là où tu fait. te retrouvais. Ah, exactement. Exactement. Il y a des collègues avec qui j'étais dans cet emploi-là qui y sont toujours. Et c'est bien correct. Ils ont un mandat qui est différent du mien actuellement. Mais présentement, je dirais que je suis tout à fait à ma place. Et je suis heureusement tombé dans une association qui a une belle ouverture pour faire les choses différemment. Euh, Prenons par exemple le podcast, hein. Au Québec, il y en avait qu'un seul qui était complètement dans un autre format. Mais là, on m'a donné en fait quasiment, pas carte blanche, mais on m'a donné beaucoup de place pour partir ce projet-là. Et ne serait-ce que chez nous, on essaie de pas de sortir en fait du cadre très très formel, euh, je dirais quasiment beige là, du discours santé-sécurité qui est tout le temps parlé selon les règlements, d'aller toujours aller des mots très très calculés, de pas prendre de chance. J'espère que ça paraît de la façon qu'on discute ensemble, mais on essaie d'être très, très accessible, très, très humain. Puis moi, de ma part, que ce soit dans les chroniques que j'écris pour le magazine ou dans les podcasts, je veux que les gens se reconnaissent à travers le discours que j'utilise. Je veux pas... une des leçons que j'ai appris très, très rapidement dans le milieu de la prévention, c'est l'humilité. Le conseiller en prévention, le préventeur, c'est pas la personne qui a toutes les connaissances, mais c'est un agent, c'est une personne parmi tant d'autres qui travaille à aller atteindre un objectif. Donc, Et avant de revenir sur cette partie-là, humilité, effectivement, moi je pense que le podcast, c'est aussi ça moi, que je recherche, c'est que finalement les gens qui l'écoutent et qui me connaissent, ils retrouvent la même personne, tu vois, on parle vrai, mais on parle sincèrement. Et finalement, t'as exprimé le fait que c'était l'humilité qui t'avait le plus appris, enfin c'est ce que tu as le plus appris. Mais comment tu sais finalement que c'est cette humilité qui te permet d'être le plus efficace dans ce que tu fais? Je pense que ça a été un peu un constat que j'ai dû faire, puis j'essaye encore de travailler là-dessus pour m'améliorer. Je pense, je vais prendre l'exemple quand j'anime les podcasts, mais de penser que je connais la situation des gens. Je veux pas le fait à chaque mois devoir produire un épisode d'une heure avec quelqu'un que peut-être je n'ai jamais rencontré de ma vie. Ça m'a amené à améliorer ma qualité de poseur de questions. Je pense, autant quand on fait de la formation que quand on interviewe quelqu'un, on ne peut pas s'attendre à avoir toutes les réponses et on doit connaître un peu l'intérêt de la personne, un peu son background pour être capable après ça de peut-être l'aider à l'orienter différemment pour atteindre son objectif. Mais moi, c'est ça qui m'a fait prendre conscience, c'est que je sais que je connais rien. C'est un peu ça ma vision, là. J'ai appris que je ne savais pas grand-chose et c'est bien correct comme ça. Si un jour je rencontre une personne qui sait tout, je pense que je vais revirer de bord puis aller parler à quelqu'un d'autre. Moi, c'est ça que ça m'a fait réaliser. Puis, tu sais, je le vois, on se connaît pas, mais ne serait-ce que par les questions que tu me poses, je vois le genre d'humain, j'arrive à me faire une tête rapidement du genre de professionnel que tu es. Puis, ça me donne déjà là. Je sais qu'aller en France, te rencontrer dans ton entreprise, je saurais déjà quel genre d'appui j'aurais de ta part, j'en suis convaincu.
Ah bah déjà c'est très gentil, mais oui, alors moi aussi je pense que ça, déjà rien que le fait de prendre le temps d'échanger, forcément c'est quelque chose qui est peut-être mis trop rapidement de côté sur l'approche de prévention des gens qui débutent ou qui veulent des résultats un peu trop rapides. Il y a un côté, voilà, si tu veux comprendre quelque chose de quelqu'un, ben, il faut que tu comprennes cette personne avant tout. Et c'est pas juste en 5 minutes que finalement tu auras cette empathie, cette volonté de comprendre tout simplement. Donc ça me paraît, enfin, naïvement, moi, ça me paraît essentiel de prendre le temps tout simplement. Tout à fait. Puis c'est un peu lié. Je me remets, je me revois quand je suis sorti de l'université. Tu sais, c'est vraiment cette naïveté-là que, ah oui, maintenant j'ai des connaissances et je vais aider des entreprises et je vais tu sais, chambouler les choses. Je suis the next big thing, là. On se rend compte très, très rapidement que c'est pas le cas du tout, là. Et ben justement, est-ce que t'as pas une petite expérience sur les débuts, sur tes débuts en tant que préventeur, la fleur au fusil, qui pensait tout comprendre sur la prévention? Euh, Il y aurait tellement d'histoires c'est- qui sont beaucoup pas très. Qui me mettront pas en valeur, là. Mais juste très rapidement, je pense à tu sais, la première fois que j'ai donné une formation, tu sais, première fois que j'ai rencontré, que je menais une formation devant un groupe de travailleurs, j'avais jamais fait ça de ma vie. J'avais aucune idée du genre de questions qui allaient m'être posées. J'avais aucune idée de la gestion des personnalités, la gestion du temps. Euh, j'avais demandé à un de mes collègues de m'assister pour ça. Puis, je me rappelle être sorti de là, le champ, ma chemise là, mouillée, là, j'avais eu chaud, fatigué, de la difficulté à conduire après ça pour tourner jusque chez moi. Ça m'avait mis à terre de penser que, ah ben oui, j'ai préparé une belle présentation PowerPoint, les animations sont justes, tout est bien placé, et tu arrives sur place, puis là, tu parles à des gens, à des humains qui ont des années d'expérience derrière la cravate, puis qui viennent juste euh, parfaire, si on peut dire, leur connaissance, puis toi, tu es là, tu as 25 ans, tu penses que tu connais tout. Eh boy, tu pognes un mur, là, puis cette, cette journée-là m'a vraiment marqué, puis ça a fait en sorte que je me suis préparé différemment pour la moindre petite intervention que j'ai à faire avec quelqu'un, qui soit le président d'une grosse compagnie ou qui soit un mécanicien apprenti dans l'atelier, chaque personne, il n'y a pas personne qui mérite qu'on arrive non préparé ou qu'on les regarde de haut. Euh, ça a été. Je me suis fait les dents, pas à la dure, vu que ça fait partie du cheminement normal des choses, là, mais je crois que ça m'a forgé pour le reste de ma carrière, là, qui est encore toute Ouais. jeune. Ouais, mais ouais, vu comment tu l'expliques, on sent que ça a été quand même un déclic, même s'il n'est pas forcément douloureux, mais un déclic salvateur pour bien savoir sur quoi mettre de l'énergie et pas et peut-être moins sur la présentation PowerPoint et plus Ah. sur les gens. À l'université, les professeurs là, nous parlaient comme, surtout pour les gens qui voulaient s'orienter vers la gestion des ressources humaines en utilisant des mots comme vous allez être les prochains décideurs, vous êtes des agents de changement, vous allez être au cœur des décisions organisationnelles. Quand tu tombes avec des entreprises de transport où le président c'est un mécanicien puis c'est un conducteur à temps partiel, que les gens qui sont là, il y en a quelques-uns qui ne savent pas lire, qu'il y a des gens issus de vraiment de différents milieux, de différentes cultures.
OK, ouais, ton agent de changement, là, il vient de prendre une autre signification. J'aime bien cette petite anecdote. Euh, sur, pour terminer un peu sur tes activités, je voulais peut-être que tu nous partages finalement la vision qu'a ton organisation de la prévention. Après, toi, c'est spécifique parce que tu es vraiment dans une association qui a but de prévention, mais qu'est-ce que vous essayez de véhiculer en termes de culture chez Via Prévention? Depuis 2 ans, là, on s'est donné un objectif qui fit tout à fait avec la discussion qu'on vient d'avoir. L'objectif, c'est de faire réaliser à nos membres faire réaliser du plaisir de la prévention. Le fait, on essaye par toutes nos communications, par la façon dont on diffuse nos cours, que c'est le fun de travailler en sécurité. C'est le fun d'appliquer les mesures de prévention. C'est le fun de suivre des formations parce que ça nous permet de revenir à la maison avec tous nos membres et après ça, quand on va être à la retraite, ben, on va être en santé. Trop souvent, est-ce que c'est comme ça en France quand tu travailles avec tu rencontres des gens, est-ce que les gens ont cette espèce d'image-là que c'est pénible d'appliquer les éléments de sécurité, c'est comme un fardeau supplémentaire aux opérations? Alors, je connais pas forcément tous les secteurs, mais dans le mien, ouais, c'est devenu facile de dire que, en gros, ton dossier d'intervention, tu vois, quand tu prépares une activité, il est plein de documents parasites et notamment la sécurité, et que du coup, c'est que des exigences supplémentaires qui t'empêchent de faire ton activité. Donc, ouais, on a quand même souvent, malheureusement, cette vision. OK. Ben, on a exactement la même affaire. Puis là, c'est ça, on essaie de travailler à ce que, si on peut être les premiers à mettre vraiment, tu sais, au lieu d'avoir des images toujours très froides, quand un exemple facile, là, mais on va faire un document sur les chariots élévateurs, mais au lieu de voir juste le chariot élévateur, ben on va voir quelqu'un sur le chariot élévateur qui a l'air d'aimer son travail. Des fois, c'est des éléments tout simples qui nous font voir les choses différemment. Parce que même ce document-là, oui, il parle du chariot élévateur, mais l'objectif, c'est que la personne qui utilise le chariot élévateur ne se blesse pas. Donc, on essaye avec ça par nos documents qui sont plus... qui même vont avoir parfois des farces je pense à nos infolettes. On essaie de toucher, d'avoir un aspect un peu humoristique ou au moins assez bon enfant, là, des fois sur des manières de s'exprimer. On essaie de paraître là, justement le moins formel, mais vraiment cette notion-là de plaisir associé à la santé et sécurité, c'est depuis 2018, là, on est là-dedans. Là. On essaie d'être nous-mêmes le vecteur qu'au Québec, ça devienne un peu l'espèce de mantra autour de la santé et sécurité, que ce n'est pas un fardeau, c'est pas le mot parasite comme tu l'as pris, c'est excellent, mais que c'est le fun de faire de la prévention. Ce qui est plate, c'est de se blesser. Ok, ouais, j'aime bien cette idée et c'est pas évident parce que en fait déjà on a parlé sur la communication, déjà comment toucher les gens, donc je vois que vous avez mis une grosse part de réflexion dessus. C'est pas évident de sortir les gens dans leur activité, enfin de les toucher dans leur activité pour que ça ait du sens, et en plus y amener cette notion de plaisir. Je pense que vous êtes mis un beau petit défi là, ça va être ça va être sympa. Ah ouais, on a visé gros, mais il faut commencer à quelque part. Puis, en tout cas, moi, je suis bien fier, en tout cas, de collaborer à ça à ma façon, là, par le podcast, par les chroniques, tout simplement en étant moi-même là, quand je m'exprime, là, avec que ce soit mes clients ou avec n'importe qui d'autre, là, quand je suis quand je suis dans le cadre de mon travail, même à l'extérieur. Là. Ça marche. Alors, on va passer sur une partie plus classique du podcast. Est-ce que tu as des ouvrages ou des références sur la prévention que tu souhaiterais partager?
Je vais t'avouer que, comme dans mon travail, j'ai l'impression que je passe beaucoup de temps à lire et à écrire. J'ai tendance à y aller plus au niveau de l'audio. Je l'ai dit tantôt, là, je suis quand même un gros fan de podcasts. Et si je peux recommander quelque chose pour tes auditeurs, j'écoute beaucoup de podcasts en anglais aussi, beaucoup d'Américains. Et il y en a un, j'ai une fascination pour les anciens militaires qui viennent parler de leur vécu. Des gens qui ont rencontré l'adversité, qui ont été mis dans des situations pas possibles et leur piste de réflexion derrière ça. Et Jocko Willink est pour moi le meilleur exemple de ça. Son podcast s'appelle le Jocko Podcast. C'est un monsieur, on le regarde, il fait peur. C'est une armoire à glace. C'était un Navy SEAL qui est allé en Irak. Il a perdu des hommes au combat et là, il s'est recyclé en consultant au niveau leadership et gestion d'entreprise. Tu m'étonnes, ça va être. Je veux dire, en leadership, il doit être sacrément, comment dire, crédible dans son vécu et dans son partage, quoi. Ouais, tout à fait. Puis à cause de lui, j'ai mis dans ma liste là, d'invités potentiels des militaires des forces armées canadiennes. Là, je veux rencontrer quelqu'un qui me parle de leadership, de comment mener des hommes, des hommes et des femmes. Mais c'est ça. Si j'avais quelqu'un à recommander, le Jocko Willink, il y a des livres aussi là, qui appellent Extreme Ownership, qui a été un best-seller, là, qui a vendu quand même beaucoup. Mais il parle souvent de discipline, de responsabilité. Et là, j'ai acheté dernièrement son dernier livre qui s'appelle Leadership, Strategy and Tactics. Donc, c'est comme mettre des stratégies militaires, mais dans le cadre de ton travail, comment être un meneur, des fois de manière un peu plus effacée, mais sa voix est envoûtante. Là. Si les gens veulent écouter les podcasts, là, c'est hypnotisant tellement que le Jocko Podcast. Jocko, oui. Jocko. Ça marche. Je mettrai ça, bien sûr, en description du podcast. Et du coup, il y a quand même une partie, je pense, qui est sur la résilience aussi, qui doit être pas mal intéressante. Et je pense que, surtout en ce moment, il y a beaucoup de gens qui publient dessus, mais une expérience comme la sienne, je pense qu'elle a tout à fait son poids pour parler de résilience. Ouais. Il est dans ces éléments-là. Là. Parler de mettre de côté les excuses et de passer à l'action, d'arrêter de chercher des défaites et de mettre en place des plans d'action et préparer un peu comme on a en ce moment avec la pandémie, prévoir des plans plans de contingence. OK, le plan A n'a pas marché, on s'en va au B. OK, le B ne marche pas, on s'en va au C. Puis là, on ajuste. Mais on avance tout le temps. C'est bien... C'est une passion que j'ai développée. J'ai aucun passé militaire, personne dans ma famille est associé à ça, mais j'ai accroché là-dessus dans les dernières années. Ça marche. Et enfin, sur la partie plus avenir de la prévention, comment tu vois évoluer le métier donc, de conseiller de prévention à moyen terme? Je pense qu'avec ce qu'on vit en ce moment avec la pandémie, puis je pense qu'avec le lien avec le podcast, c'est fort. Les gens qui travaillent en prévention, qui sont des experts contenus, qui sont les spécialistes de leur sujet, s'ils n'ont pas des skills, s'ils n'ont pas des habiletés de communication plus poussées, toute leur expertise tombe un peu à l'eau. Je pense que les gens, on le voit, nous, en tant qu'association, que notre mandat, c'est de diffuser l'information ou de vulgariser de l'information. Si on ne s'exprime pas comme il faut, si le ton n'est pas le bon, si lorsqu'on diffuse une conférence, on n'a pas mis l'accent sur la transmission du message, on s'en va dans le mur. Les gens veulent avoir un contenu, je crois, qui leur ressemble.
développer des guides, des fascicules extrêmement détaillés avec des centaines de pages et des graphiques. Les gens, je pense à notre monde en tout cas, mais les gens ne les consultent pas. Ils veulent on doit leur fournir du matériel plus imagé à cause des fois du niveau des capacités de lecture, mais il faut s'adapter aux gens. Il ne faut pas imposer le modèle traditionnel du préventeur, c'est-à-dire quelqu'un qui va excessivement dans les détails et qui est rigoureux. On doit garder cette rigueur-là, mais on doit être en mesure de communiquer de façon beaucoup plus saine avec les gens pour en arriver à notre finalité. Et enfin, pour terminer, quel conseil tu donnerais à un jeune Samuel qui sort de la fac et qui est prêt à révolutionner le monde de la prévention? Je dirais un seul mot, écoute. Écoute les gens, écoute écoute tout le monde, pas uniquement les enseignants que tu as eus à l'université, mais écoute tes collègues qui ont de l'expérience sur le terrain, écoute les travailleurs sur le plancher, savoir c'est quoi leur crainte, c'est quoi leurs attentes. Écoute même ta famille, à savoir, es-tu en train de t'enterrer sous les tâches? Reste à l'écoute des gens autour, reste à l'écoute de toi-même aussi, à savoir qu'est-ce que tu veux faire comme travail. Faut rester, il faut pas partir avec un plan et ne jamais le remettre en question, ce plan-là. Il faut rester à l'écoute des signes des gens autour de soi pour être sain d'esprit, disons ça de même. Très bien, Samuel. Écoute, on arrive à la fin de cet épisode. Je te dis merci beaucoup parce que pour moi, ça a été du coup plein de conseils pour progresser et pour améliorer le podcast. Et j'espère que ça a été aussi pour toi. Ça a été excessivement agréable. Merci beaucoup de l'invitation. Et j'espère que Safety Vigilante va être encore là pour longtemps là, comme partenaire, comme collègue podcaster là, dans le milieu. Ça marche. Merci beaucoup, Samuel. Salut. Merci à toi. Bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode en entier. Si vous êtes toujours là, c'est que vous l'avez sûrement apprécié. Pour me donner votre avis, allez dans votre application de podcast préférée et laissez 5 étoiles à l'émission en allant dans la section notes et avis. Et on n'oublie pas l'invité. Retrouvez-le sur ses réseaux sociaux pour le remercier ou pour prendre contact avec lui. Les liens de liaison sont directement en description de l'épisode. Encore merci et à un prochain épisode.